Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième vlog. Aujourd'hui on va parler d'un livre qui a été une petite révolution au moment de sa sortie, une révolution dans la France du XVIe siècle, donc une fois de plus à la Renaissance. Je vais vous parler aujourd'hui du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie est un jeune aristocrate de 18 ans au moment où il écrit ce livre. Il est à l'époque très choqué par les guerres de religion qui commencent à se développer dans la France du XVIe siècle. C'est une France qui est encore marquée par la faiblesse du pouvoir central, le pouvoir de la féodalité et de l'Église. Tout un tas de petits seigneurs locaux et de prélats religieux qui continuent à exercer leur pouvoir de petits seigneurs dans leur coin. Il s'émeut de l'existence de tout un tas de tyrannies qui oppriment les hommes et auxquelles les hommes se soumettent, soit bien sûr par la violence, mais aussi par d'autres mécanismes. En partant d'une situation idéalisée où tous les hommes étaient égaux à l'état de nature, il explique comment, à travers une série de compromis, les hommes se sont petit à petit soumis à des dirigeants, soit que ces dirigeants aient exercé la force sur eux, soit que par cette force, ils les aient justement protégés du chaos, ou de ce que j'expliquais dans l'épisode précédent, la peur endémique qui habite les mentalités des êtres humains jusqu'au XXe siècle. Si les hommes renoncent progressivement à leur autonomie et à leur liberté, c'est qu'ils ont des raisons objectives de le faire, et donc que finalement, la soumission à un tyran n'est pas quelque chose de naturel, mais une construction humaine, quelque chose d'artificiel. Ce qui étonne la Boétie, c'est que les êtres humains continuent à exercer cette obéissance, même après que les raisons objectives qui ont pu les pousser à s'y soumettre ont pu disparaître, chaos qui avait pu, par exemple, légitimer un pouvoir tyrannique ou monarchique. La Boétie se livre à une déconstruction de ce que Max Weber appelle la domination, c'est-à-dire les rapports entre les hommes et leurs souverains, comment ces derniers arrivent à maintenir leur règne sur les hommes, comment ils construisent un système à la fois de relations sociales et un système idéologique qui leur permet de perpétuer ce règne de manière héréditaire de génération en génération. Comme je le disais, le principal mode de domination, c'est la tradition, à savoir le droit divin des monarques, tiré de l'idéologie chrétienne, qui permet à ces derniers de continuer à se maintenir de père en fils. Il note aussi que ces derniers utilisent d'autres moyens, comme par exemple le pain et les jeux, les distributions de céréales, les distributions monétaires auprès de la population, pour continuer à se fidéliser une partie de celle-ci, mais aussi à légitimer leur rôle de souverain. Au-delà de ce système de croyance, le pouvoir du seigneur local ou du monarque s'appuie sur des groupes sociaux entiers, des gens qui obtiennent des droits particuliers ou qui jouent un rôle dans la domination. Par exemple, le souverain délègue son pouvoir à un certain nombre de petits seigneurs qui participent directement à ce qu'on appelle une pyramide du pouvoir. En dessous du roi, on trouve plusieurs dizaines de ducs qui commandent eux-mêmes à quelques dizaines de comtes chacun, et qui permet ainsi à la pyramide de s'étendre sur l'ensemble du pays. Cette domination crée un groupe social entier qui partage le même système idéologique et qui lui permet d'exercer son pouvoir sur tout le pays. Il y a toute une partie de la population, même très minoritaire, qui a intérêt à prolonger ce système de pouvoir. Ce qu'il montre en faisant cette analyse, c'est que l'ordre du monde n'a rien de naturel. En réalité, tout a été construit par les hommes et par certains hommes qui se sont imposés à d'autres. Si les hommes avaient pu s'organiser différemment pour défendre leur liberté et protéger leur égalité, cela aurait sûrement débouché sur un autre système. Cette pensée est donc un humanisme, puisqu'elle remet en cause notamment l'idée que l'ordre du monde est naturel et immuable, lié à la nature ou à Dieu, par exemple ce qu'on appelle le droit du plus fort, ou la loi de la jungle. Outre cette analyse, la Boétie, dans son livre, prône pour l'homme une forme d'émancipation. Il fait en effet l'apologie de ce qu'on appellera plus tard la désobéissance civile, ou en tout cas la prise de conscience par les individus de leur rôle dans ce mode de domination. Peu importe en effet qu'un monarque soit bon ou mauvais, tant que le système social dans lequel il se trouve continue d'aliéner les individus et met en cause leur égalité.
Pour lui, la résistance à la servitude volontaire commence dans la prise de conscience des formes de la domination, mais aussi par l'affirmation de la volonté et des désirs des individus face à ceux des tyrans. Les hommes doivent retrouver la force d'imposer leurs propres intérêts, le goût de se battre pour défendre eux-mêmes leur liberté. Autre point intéressant chez la Boétie, c'est que cette liberté ne découle que de l'égalité des hommes. Puis donc que cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logés aucunement en même maison, nous a tous figurés à même patron, afin que chacun se pût mirer et quasi reconnaître l'un dans l'autre. Si elle nous a donné à tous ce grand présent de la voix et de la parole, pour nous appointer et fraterniser davantage, et faire par la commune et mutuelle déclaration de nos pensées une communion de nos volontés. Et si elle a tâché par tout moyen de serrer et étreindre si fort le nœud de notre alliance et société, si elle a montré en toute chose qu'elle ne voulait pas tant nous faire tous unis que tous un, il nous faut pas faire doute que nous ne soyons naturellement libres, puisque nous sommes tous compagnons, et ne peut tomber en l'entendement de personne que nature ait mis aucun en servitude, nous ayant tous mis en compagnie. C'est l'organisation entre des hommes qui leur permet d'accéder à la liberté avec l'instauration de l'égalité. Donc ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il le remet au goût du jour, ce dont j'avais parlé dans ma série sur Athènes notamment, c'est l'idéologie de l'isonomie ou de l'isocratie, à savoir que les hommes doivent être égaux entre eux, en droit, mais également dans l'exercice du pouvoir. Il faut replacer ce livre dans le contexte de la pensée humaniste du XVIe siècle, qui recherche la conciliation entre la raison et l'existence de Dieu, ce qui est une arlésienne dans l'histoire de la pensée occidentale, mais aussi dans le cadre de la réforme protestante, qui vient questionner l'ordre établi depuis des siècles par la féodalité et la religion chrétienne. Et le clergé chrétien surtout. Le livre n'est pas facile à lire, mais il n'est pas non plus très long, hein. Vous pouvez le lire quasiment en moins d'une heure, hein. Ça fait à peu près 50 pages en vrai. Dans cette édition-là, elle est renforcée parce qu'il y a d'autres textes, et notamment plusieurs sonnets écrits par la Boétie à son ami Montaigne. J'ai choisi ce livre parce qu'il est sans doute un peu plus inspirant, peut-être, ou plus idéaliste, hein, que celui de Machiavel, qui est brutalement cynique. Il est sans doute un peu plus porteur d'idéal et d'utopie, et je trouvais que ça avait aussi cette place dans l'émission, histoire de pas faire que de la stratégie et du cynisme. Bien sûr, la vision des solutions de la Boétie est sans doute un petit peu naïve, mais elle est quand même, je trouve, assez fraîche et intéressante, surtout pour un texte écrit au XVIe siècle, dans une époque aussi troublée. C'est quand même assez passionnant, sachant qu'à l'époque où il écrit ça, la Boétie vit dans le sud-ouest de la France, dans le Périgord, je crois, qui est déchiré par les guerres de religion. Voilà, ça montre essentiellement que il n'y a pas de système qui ne puisse pas, il n'y a pas de système qui soit invincible, et notamment il n'y a pas de système qui ne puisse disparaître dès lors que son système de légitimité lui-même est lui-même mis en question. Ça sera le cas notamment de la monarchie française au XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française, puisque dès lors que la critique de l'absolutisme, la critique de la religion, ainsi que la critique du féodalisme auront atteint un certain degré de maturité et de diffusion dans la société, le système monarchique s'écroulera. Voilà, c'est tout pour ce deuxième vlog. J'espère que la servitude volontaire vous aura inspiré. En tout cas, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, je serai là pour réagir avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur Res Publica Universalis.